Notre invité ce matin, François Bayrou, bonjour. Bonjour. François Bayrou, j'ai vu dans toutes les enquêtes d'opinion que vous représentez le centre. L'homme du centre, c'est vous. C'est une surprise pour vous. C'est une surprise pour vous. Moi, je ne porte aucun jugement. Non, est-ce une surprise pour vous? Non. Vous savez bien que les Français, que je pense et que je dis depuis longtemps, que les Français ne se trompent pas. C'est-à-dire l'élection présidentielle, c'est une élection de vérité. Et c'est une élection dans laquelle on juge la personnalité qu'on a à élire et dont on juge la cohérence au travers du temps. Est-ce que vous êtes, au travers du temps, quelqu'un qui change tout le temps de ligne, qui change tout le temps de position, ou est-ce qu'au contraire, vous avez montré au travers du temps que vous saviez tenir un cap? C'est très important pour les Français parce que tenir un cap, ils savent bien que c'est la qualité principale lorsque vous avez à exercer la fonction de président de la République. Et donc je ne suis pas surpris qu'avec les années, les Français sachent et ont jugé que si le mot de centre avait un sens, c'est dans l'indépendance qu'il trouvait son sens. Ce qui veut dire que votre engagement contre la politique du gouvernement est clair. C'est ce que disent les instituts de sondage. Vous confirmez? Je suis quelqu'un qui, depuis la première minute, a jugé que les choix qui étaient faits par Nicolas Sarkozy et que la manière dont il exerçait le pouvoir allait entrer en collision avec les valeurs profondes de la France. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. En tout cas, pendant toutes les premières années du mandat, il y a quelque chose qui s'est produit et qui a fait que les Français ont jugé sévèrement la politique qui était suivie. C'était l'analyse que j'avais faite depuis le premier jour. Alors regardons l'actualité. Mission d'information sur le droit de la nationalité en France. Le rapport souhaite empêcher la binationalité. Qu'en pensez-vous? Faut-il supprimer la binationalité dans ce pays? Je pose la question autrement. Lorsque vous avez une jeune femme française qui a un enfant à l'étranger, est-ce que cet enfant aura le droit d'être français ou pas? Et tout d'un coup, vous voyez que se renverse la perspective. Oui. Parce que nous voulons, et à juste titre, que nos enfants, maintenant que le monde s'est ouvert pour nos enfants ou pour la plupart des jeunes Français, nous voulons à juste titre qu'ils puissent conserver le lien avec le pays d'origine de leur mère ou de leur père. Eh bien, la binationalité, ça n'est pas autre chose que ça. On ne touche pas à la binationalité. Et donc, moi, en tout cas, je pense que la binationalité, c'est quelque chose de naturel lorsque vous avez un enfant, enfin une jeune femme ou un jeune homme français qui a un enfant à l'étranger, aux États-Unis, en Amérique, dans un autre pays européen. Il est normal qu'il conserve le lien avec la France. Et si nous voulons que nos enfants puissent avoir un lien conservé avec la France, même s'ils se marient à l'étranger, ou s'ils ont des enfants à l'étranger, eh ben, il est normal aussi que nous considérions que ça doit jouer dans l'autre sens, au demeurant. Mais je ne vois pas ce que ça fait perdre à qui que ce soit. Pourquoi, selon vous, cette volonté d'une partie de l'UMP ? Cette partie de l'UMP pense que la question sur laquelle il faut exciter les Français, c'est la question de l'étranger, de l'immigration. Je comprends que cette question s'est posée autrefois, se soit posée autrefois. Parce qu'autrefois, il y avait le service militaire. Et il y avait des gens, des jeunes garçons, qui refusaient de faire leur service militaire en France en allant faire leur service militaire dans un pays étranger, dans des pays du Maghreb, par exemple. Là, c'était normal qu'on pose la question en disant, écoutez, franchement, vous vivez en France, vous avez l'avantage de la protection sociale ou de l'éducation française, vous devez participer à l'effort de la nation pour ce qui concerne le service militaire. Mais maintenant, il n'y a plus aucune obligation particulière d'un côté ou de l'autre. Et donc, le lien que des garçons ou des filles veulent conserver avec le pays de leur père ou de leur mère, moi je trouve que c'est humainement légitime. Et en tout cas, je suis bien content que ça existe si mes enfants ont des enfants à l'étranger, ou les vôtres, ou les enfants français qui voyagent, comme vous savez, de plus en plus, et c'est heureux. Bien, les jurés populaires en correctionnel, dans les tribunaux correctionnels. Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Je veux vous rappeler. Vous allez voter contre? Ceci. Oui, je vais voter contre les jurys populaires. Je l'ai dit au garde des Sceaux, qui par ailleurs est un homme que j'estime beaucoup. Oui, qui est un de vos amis politiques. Qui est un de mes amis que j'estime et à qui j'ai dit que les jurys populaires, selon moi, c'était pas une bonne idée. Pourquoi ?
Est-ce que vous vous rendez compte de l'extraordinaire difficulté que l'on a à réunir des jurys d'assises? Vous savez bien combien c'est difficile. Vous savez combien ça coûte cher. Et vous savez combien durent les procès d'assises. À juste titre, on va passer des jours à voir si coupable ou pas. Eh bien, si vous le faites pour les tribunaux correctionnels, alors il faut mesurer le nombre des affaires qui sont en cause. Des jurys d'assises en France, je parle de mémoire parce que je n'ai pas vérifié le chiffre avant de venir, il doit y en avoir 2700 par an. Des jugements de tribunal correctionnel, il y en a 500 000 par an. Oui, évidemment. Vous entendez, 2700, non, mais... 500 000. Eh bien, ça veut dire que vous allez vous trouver devant un encombrement des tribunaux. Ça va coûter des sommes astronomiques, ça va ralentir les jugements. Et donc, je ne crois pas à cette idée que je considère, moi, comme... que vous a dit le garde des Sceaux ? Il m'a dit que c'était moins grave que ce que je croyais parce que le nombre d'affaires qui allaient être concernées, ça n'était que des affaires graves. Je remarque qu'il n'y a pas les affaires financières ne sont pas concernées. C'est-à-dire que si un élu, par exemple, puise dans la caisse, il ne sera pas confronté à des jurés populaires. Vous voyez bien, Jean-Jacques Bourdin, que vous posez la question, posez la question de la manière qui va évidemment troubler le jeu, parce qu'on va dire pourquoi dans telle affaire et pas dans telle autre. Pourquoi dans des affaires qui peuvent apparaître d'une plus grande gravité? Et donc, la solution, c'est que pour les affaires graves, on les transfère aux assises. C'est-à-dire qu'il y ait on peut même imaginer des compositions de cours d'assises particulières. Mais l'idée qu'on va mettre des citoyens sans formation dans des jugements de tribunaux correctionnels qui se font avec beaucoup de professionnalisme de la part des juges, je n'y crois pas. Des citoyens qui pourraient être plus sévères que les magistrats. C'est peut-être l'idée sous-jacente. Oui, c'est l'idée sous-jacente. Eh bien, on se trompe dans cette idée. Et le garde des Sceaux vous le dira si vous l'invitez. Oui, demain matin. Il prononcera la même phrase que la mienne. Il vous dira « Ceux qui prétendent que les jurés populaires sont plus sévères que les magistrats se trompent parce que de toutes les études, on conclut que les magistrats sont en réalité très sévères dans leur jugement. La question, c'est l'exécution des peines. » Et vous voyez que tout d'un coup, on s'arrête là et on comprend que le problème de notre pays, ça n'est pas tant la justice dans la prononcée des peines, parce qu'elle prononce des peines, que l'exécution de ces peines et que l'adaptation de ces peines au temps que nous sommes en train de vivre. Et par exemple, l'idée qu'il faut mettre tout le monde en prison, cette idée n'aura pas lieu, parce que d'abord la prison est un pourrissoir pour les plus jeunes, et ensuite elles sont bondées, nos prisons. Et je ne crois pas, moi, qu'on arrivera à une situation américaine dans laquelle le nombre de personnes en prison est 7, 8, 10 fois plus importante qu'en France. Droit d'appel pour les victimes aux assises, vous êtes contre aussi? Vous votez contre aussi? Ben, je pense que, vous voyez, ça change la justice, n'est-ce pas? La justice, ça n'est plus les juges qui prononcent le jugement le plus vrai possible par rapport à une solution qu'ils découvrent. C'est quelque chose qui est assimilé à de la vengeance. Et ça sera populaire. Mais moi, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Ça a d'ailleurs été repoussé hier par l'Assemblée nationale, comme vous le savez, à la demande du gouvernement. Et je trouve que le gouvernement a été sage de ne pas aller dans le sens de ce qui serait plébiscité par les Français, mais une mauvaise idée pour la justice. Bien, François Bayrou, nous allons parler dette publique parce qu'elle s'aggrave. Ce sont les derniers chiffres qui viennent de tomber. Rétablissement des droits de douane, c'est ce que demande le Front National et d'autres partis politiques, à gauche comme à droite. La Grèce, évidemment. Dans 2 minutes, vous êtes sur RMC BFM TV, à tout de suite. Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. François Bayrou est notre invité ce matin. François Bayrou, tiens, vous me parliez de Michel Mercier il y a un instant. Est-ce qu'il vous a dit qu'il voterait pour vous à la prochaine présidentielle? Non, on n'a jamais parlé de ce sujet. Jamais, non. Il avait voté pour vous non seulement voté, mais il avait même été trésorier de la campagne électorale. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et avec qui j'ai des liens forts. Alors, il est membre du gouvernement, ça n'est pas mon cas. Moi, j'ai choisi d'être au contraire dans une situation de distance et d'opposition à l'égard du gouvernement.
un opposant au gouvernement, c'est clair. Au gouvernement. Je suis quelqu'un qui pense qu'il faut que 2012 donne l'occasion d'ouvrir une page nouvelle pour la politique française. Et donc, on ait une approche qui tranche avec ce que nous avons vécu depuis des années, depuis 10 ans. Vous me dites, là vous me disiez pendant la pub, on dit tout, le garde des Sceaux, moi si j'étais président de la République, le garde des Sceaux ne serait pas le ministre de la Justice du même parti que moi. Oui. Parce que je trouve que c'est une situation préférable si vous avez en tête cette idée d'indépendance de la justice. Oui. Vous savez qu'en France, le soupçon perpétuel et justifié, hélas, trop longtemps, a été que la justice était sous la coupe du pouvoir. Or, moi, je considère qu'il faut que la justice... Elle l'est toujours ? Beaucoup moins, je crois. Je crois que des progrès sont faits. Bon. Je considère que la justice doit être indépendante et qu'un des signes de cette indépendance, c'est la stature du garde des Sceaux qui doit être assez clairement distincte du pouvoir. J'avais même proposé que le garde des Sceaux ne soit pas un ministre comme les autres et qu'il doive être élu, choisi après un vote du Parlement où il serait obligatoire d'avoir les voix de la majorité et de l'opposition en même temps. Ah oui. Vous comprenez, c'est une manière de montrer... Un poste d'union nationale, voilà, en quelque sorte. qu'on a besoin, dans la fonction de ministre de la Justice, quelqu'un qui soit au-dessus des préférences partisanes. Bien. Gel des fermetures de classe en 2012. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a annoncé hier. Vous applaudissez ? Je n'aime pas qu'on prenne les électeurs pour des gogos. C'est-à-dire ? Je n'aime pas qu'on prenne les électeurs pour des enfants auxquels, lorsque les élections approchent, on fait miroiter des promesses, puis après des promesses qui ne sont pas respectées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, si vous avez lu la déclaration de Nicolas Sarkozy, alors c'est une phrase dont on n'a retenu que la première partie. Il dit « Il n'y aura pas en 2012 de fermeture de classe » et on fait le titre avec cette affirmation. Et en réalité, la phrase n'était pas finie. Et la fin de la phrase, c'est « Il n'y aura pas de fermeture de classe, sauf pour raison démographique ». Or, il se trouve que 90% des fermetures de classe, elles se font naturellement avec des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'il y a moins d'élèves dans cette école. Tous ceux qui nous entendent savent bien de quoi il s'agit. Dans l'école, il n'y aura l'an prochain que 82 élèves au lieu de 92. Donc, il n'y aura que 3 classes au lieu d'avoir 4 classes. Oui. Toutes les l'immense majorité des fermetures de classes, elles se font pour des raisons démographiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il nous trompe ? La formule prononcée par le président de la République est une formule pour le moins ambiguë. Les syndicats ont dit passe-passe, et pour une fois, je pense que leur jugement était fondé, ils connaissent bien François Bayrou et les syndicats de l'éducation nationale, d'accord. Écoutez, quand c'est la vérité, comment voulez-vous ? On va supprimer l'an prochain au moins 9000 postes d'enseignants dans l'éducation après les saignées successives. Suppression nette. On va en supprimer 12 000 partent à la retraite et on en recrutera 3 000 et quelques, si ma mémoire est fidèle. Si les chiffres sont faux, je les corrigerai volontiers. Je crois qu'ils ne le sont pas. Et donc, on va supprimer des milliers de postes une année supplémentaire. Après en avoir supprimé des dizaines de milliers dans les années précédentes. Comment voulez-vous que ça ne se répercute pas sur l'organisation de l'enseignement ? Comment voulez-vous que nous fassions des économies si nous ne supprimons pas des postes de fonctionnaires ? Jean-Jacques Bourdin, nous ne serons pas d'accord sur ce point. Bien. Je dis que l'éducation nationale doit concentrer tous les efforts de la nation. Et doit être mis à l'écart. Oui, elle doit être... J'avais employé le mot d'économie publique. Non, il faut faire ce qu'il faut. Je veux dire en économie de fonctionnement. Mais cette action que nous devons aux Français, elle doit être sanctuarisée. Il faut montrer de manière claire aux yeux de tous que naturellement on est un pays qui doit faire des économies et beaucoup d'économies, mais que dans ce domaine-là, on est obligé de mettre les moyens nécessaires pour que l'école soit à la hauteur de ce qu'on attend. Aujourd'hui, tous les classements internationaux, alors ils sont plus ou moins bien faits, je veux bien discuter de tout ça, mais tous disent que la France baisse
qu'on a dépassé, on est au-delà de la 20e place en matière de réussite scolaire, en matière d'apprendre aux enfants à lire, à compter, à écrire, tout ce qui permet de se débrouiller dans la vie. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Alors il va falloir que l'école fasse des efforts. Bien entendu, ça demande une réflexion sur la raison pour laquelle la France, qui a été le plus grand pays du monde en matière éducative, le plus grand, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça demande une réflexion partagée avec les enseignants. Mais pour ça, il faut qu'on donne la garantie à la nation que, du point de vue des moyens, nous ferons ce qu'il faut. Parce que quand vous êtes une entreprise, et que je prends une comparaison, quand vous êtes une entreprise et que votre marché s'échappe, vous ne pouvez pas couper dans la recherche. Mais alors, qu'est-ce que vous exigeriez des enseignants, par exemple? Moi, j'exigerais qu'ils viennent avec nous se mettre autour de la table et qu'on regarde quelles sont les raisons qui font que l'école française manque la première marche. La première marche, c'est est-ce que tu sais lire? Oui, l'école primaire, et même quelquefois très tôt, parce que je crois que c'est dans cette articulation maternelle-primaire que réside une chance pour l'éducation nationale, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut donner aux enfants des familles chez qui on ne parle pas bien français ou chez qui on ne parle pas tout court, parce que ça arrive, qu'on peut leur donner la chance de rattraper et d'être au niveau des autres. Donc maternelle et primaire, ça se joue très tôt l'éducation. Pourquoi est-ce qu'en France, nous sommes dans cette peine-là, dans cette difficulté-là? Et je le traiterai avec les enseignants eux-mêmes, qui ont souvent l'impression d'être dans leur classe incompris. Et je ferai ce qu'il faut pour qu'ils sachent que ce souci n'est pas seulement le leur, c'est le souci de tous les parents, de tous les enseignants et de la nation dans son ensemble. Bien, François Bayrou, dernière chose, la dette publique revue à la hausse pour 2011 et 2012. Marine Le Pen dit il faut rétablir des droits de douane, sinon nous allons mourir. Oui, ça n'a pas grand-chose à voir. Ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, disons deux choses. Mais vous sentez venir la montée du protectionnisme, François Bayrou? Moi, je n'aime pas cette expression. Le protectionnisme, quand on est un pays dont un emploi sur 3 à peu près est dirigé vers l'exportation. Je suis, comme vous savez, élu de Pau. Dans ma circonscription, presque dans mon village, il y a une usine, Turboméca, qui fabrique 1 sur 2 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. Vous croyez qu'on les vend en France, les moteurs d'hélicoptères? Vous croyez qu'on les vend même en Europe? On les vend aux États-Unis, on les vend en Inde, on les vend en Chine. On les vend au Japon. Est-ce qu'il est raisonnable, quand on est un pays exportateur, de dire « mes amis, nous allons fermer les frontières ». Mais ils vont être au chômage, ces gens-là. Donc, je suis contre l'expression protectionnisme. Je pense que c'est un piège. Une nouvelle fois, on va se retrouver dans le mur. Et d'ailleurs, ça s'est toujours produit. Mais il y a une chose qui est nécessaire et que nous devons avoir en tête, c'est que autant l'idée protectionniste, c'est-à-dire imposer aux autres des règles qu'on ne respecte pas soi-même, est une fausse idée, autant quand on a des règles, vérifier qu'on soit à égalité avec les autres, ça c'est une vraie idée. Et par exemple, alors je vais prendre un exemple, quel est le problème avec la Chine? C'est que la monnaie chinoise est sous-évaluée et que donc ils nous vendent moins cher que les autres. Donc c'est une atteinte à la liberté de la concurrence. Mais nous n'avons aucun moyen d'influence sur les Chinois. Jean-Jacques Bourdin, si l'Europe existait, si elle avait une volonté, si les citoyens pouvaient s'investir dans les décisions européennes, c'est-à-dire en être informés et avoir le moyen de se mobiliser pour les orienter. Si l'Europe existait comme une volonté politique, elle pourrait s'adresser à la Chine. Nous sommes plusieurs fois supérieurs à la Chine en puissance économique, y compris en puissance de production. Et donc, il n'y a aucune raison de considérer que la bataille est perdue. La bataille n'est perdue que si on ne la mène pas. Pour l'instant, on ne la mène pas. La conclusion, c'est que pour l'instant, les dirigeants européens sont comme le petit oiseau fasciné par le boa. Enfin, je ne sais pas si c'est le boa, le serpent du livre de la jungle, vous savez. Bien sûr. Celui qui vous hypnotise avec ses yeux. Eh bien, je pense qu'on peut avoir des relations
amicale ou en tout cas respectueuse avec la Chine, tout en disant vous n'avez pas le droit de créer une situation dans laquelle nous ne sommes pas à égalité. Bien, dernière chose, question politiquement concrète, François Bayrou, dernière question, pourquoi pas de primaire au MoDem ? Parce que pour l'instant, le MoDem... Il n'y a qu'un candidat ? Ça n'est pas. D'abord, je crois en effet qu'il y a un assez grand consensus sur toute cette idée. Mais mon idée n'est pas que la candidature du centre doive être la candidature d'un seul parti. La candidature du centre, pour exister, étant donné l'éclatement actuel, passager, je crois, de cette famille politique, dont je crois qu'elle a vocation à se réunifier, à condition que ce soit dans l'indépendance et la crédibilité. La candidature du centre, elle doit être une candidature de rassemblement de plusieurs sensibilités, mouvements politiques, et c'est comme ça que je la conçois. Donc ça n'est pas à l'intérieur d'un seul parti, le mouvement démocrate pas plus que les autres, que cette question doit être traitée. Et puis, les candidatures à l'élection présidentielle, je vais vous dire quelque chose que vous ne répéterez pas, ça ne s'improvise pas. Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce matin. Il est 9h.